Coucou! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je te partage mon expérience avec la consommation de cannabis et plus précisément de tout ce qui touche à la dépendance et à l'addiction face à cette substance. Donc je te mettrai dans la description un lien d'une playlist dans laquelle j'ai rassemblé toutes les vidéos de ma chaîne dans laquelle je parle de ce sujet. Je t'invite vivement à y jeter un coup d'œil si ça te parle et si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et aujourd'hui on va parler de ce fameux mythe comme quoi il serait impossible de développer une dépendance face à cette substance. Je suis désolée si j'ai un peu la voix endormie, c'est juste qu'il est 7 h du matin et que je me suis réveillée il y a 15 minutes, du coup j'assume pas trop, mais j'avais très envie de filmer maintenant, donc voilà. Pendant les différentes années pendant lesquelles j'ai fumé du cannabis, j'ai essayé d'arrêter vraiment à plusieurs reprises de consommer, mais ça a toujours abouti à un échec. Un échec qui menait systématiquement à une consommation anarchique à nouveau, même si quand je recommençais, je reprenais un rythme stable entre guillemets et raisonnable. Et très vite, dans les semaines qui suivaient, je recommençais à fumer à outrance et à ne plus avoir aucun contrôle sur ma consommation. Et je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas, parce que justement, comme la majorité des personnes qui fument, j'ai baigné dans un environnement pendant des années dans lequel on m'a rabâché à la gueule et j'ai rabâché à la gueule des gens qu'on ne pouvait pas devenir accro au cannabis parce que on ne peut pas développer de dépendance physique face à cette substance, et donc arrêter le cannabis c'est vraiment simple, c'est vraiment facile, et c'est pourquoi je partais du principe que a priori si je devais arrêter ça devrait bien se passer. Je suis pas addictologue, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis rien de tout ça, mais d'après ce que je sais par rapport à cette substance, c'est que en effet comparé à d'autres types de substances auxquelles on peut devenir addict, le cannabis a la particularité de ne pas avoir un effet physique au même titre que d'autres substances comme l'héroïne, la cocaïne, le tabac, l'alcool et même d'autres qui pour le coup sont des substances qui vont provoquer une dépendance physique très intense et dont il est parfois extrêmement difficile, voire dangereux de se sevrer si c'est fait n'importe comment. Par exemple, une personne qui développe un alcoolisme ne peut pas forcément arrêter de boire du jour au lendemain selon la dose qu'elle prend au quotidien, parce que ça peut mener à des séquelles physiques très graves, comme par exemple des problèmes cardiaques, des problèmes psychologiques, etc. Et donc le sevrage doit se faire progressivement, de façon cadrée, avec parfois des professionnels de santé qui doivent intervenir pour être sûr que le détachement de cette substance se fasse de façon saine. Là j'ai pris différents exemples de substances, mais je ne prétends absolument pas que ce soit le même type d'addiction qui est développé et les mêmes conséquences au quotidien face à ces substances, puisque évidemment qu'une personne qui va fumer des clopes tous les jours ne va pas avoir le même type de conséquences dans la vie qu'une personne qui consomme de l'héroïne de façon régulière. Donc je ne prétends pas que ce soit des situations comparables dans la mesure où évidemment les séquelles n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais dans tous les cas ça reste des substances auxquelles on peut développer une dépendance physique, chacune avec ses conséquences propres, avec une forme d'addiction qui va varier aussi d'une personne à l'autre, mais leur point commun c'est le fait de créer vraiment ce manque physique dans la peau de la personne qui consomme. Donc oui, il y a toute cette partie physique dans laquelle c'est vraiment notre organisme lui-même qui va ressentir le manque et qui va réclamer la substance dans les moments où il ressentira le manque, chose qui est évidemment extrêmement dure à surmonter parce que ça devient comme une sorte de besoin vital, même si objectivement c'en est pas, hein. Objectivement fumer des clopes ou prendre de la drogue c'est pas un besoin vital, mais quand tu développes une dépendance face à ces substances, ton corps le ressent comme tel et ça peut devenir à force vraiment un besoin vital, parce que comme je t'ai dit, selon l'intensité de ton addiction et la substance que tu consommes, ton corps il peut finir par vraiment ne plus réussir à fonctionner si tu lui donnes pas la dose de la substance qu'il réclame. Donc voilà, je te conseille de te renseigner par toi-même et de chercher des informations sur tout ce qui touche à ces domaines-là par toi-même, parce que moi je suis pas là pour t'expliquer de façon exhaustive comment ça se passe, mais en gros c'est à peu près ça. Donc en plus de cette partie qui concerne la dépendance physique, on a aussi une forme de dépendance psychologique face aux substances qui, à mon avis, à nouveau, c'est pas une définition absolue, c'est comment moi je le ressens. Cette dépendance psychologique, j'ai l'impression qu'elle touche beaucoup plus tout ce qui touche le rituel, l'habitude, le geste,
le fait de le faire dans un certain contexte, avec certaines personnes, à un certain moment de la journée. Et j'imagine que cette dépendance psychologique peut se confondre complètement avec la dépendance physique, mais d'après ce que j'ai compris, on peut quand même plus ou moins différencier les deux. Si justement tu t'y connais bien sur le sujet, n'hésite pas à réagir dans les commentaires pour l'expliquer mieux que moi, parce que de toute façon ce sera toujours mieux que ce que j'explique. Mais il y a vraiment voilà, différents aspects de la dépendance qui se manifestent sur des plans différents. Et justement, l'addiction au cannabis, même si elle ne va pas développer systématiquement, comme pour les autres substances, une dépendance physique forte et dont il est difficile de se détacher, on peut de toute façon et très facilement développer une dépendance psychologique face à la substance, de par justement le côté très rituel de sa consommation. Mais dans tous les cas, tous les effets physiques que peut avoir le cannabis sur l'organisme humain au quotidien va être souvent assez banalisé par les personnes qui le consomment surtout, puisqu'en plus de ça, on ne peut pas faire d'overdose de cannabis. C'est-à-dire que techniquement, je peux mourir de boire trop d'eau en une journée. Mais je peux pas mourir de trop fumer. Parce que pour que je puisse mourir de trop fumer, il faudrait que je fume des quantités astronomiques en un temps très restreint. Et c'est physiquement impossible de fumer cette quantité en ce temps-là. Ces deux aspects font vraiment que ça rend le cannabis presque inoffensif aux yeux des personnes qui consomment, parce que si on ne développe pas de dépendance physique hardcore et dangereuse pour la santé, et qu'en plus de ça on peut pas faire d'overdose, et cette substance n'est pas dangereuse pour nous, et techniquement, si on réfléchit comme j'ai pu réfléchir pendant longtemps, on ne devient jamais accro, et donc on pourrait arrêter à n'importe quel moment. Mais quelle surprise de me rendre compte que lorsque j'essayais d'arrêter, ça s'avérait beaucoup plus difficile que ça. Puisque certes, je pouvais arrêter de fumer du jour au lendemain, quand bien même j'avais passé des semaines, voire des mois à fumer tous les jours, plusieurs fois par jour, du soir au matin, du matin au soir. Et qu'en arrêtant du jour au lendemain, j'ai pas de symptômes de sevrage atroces au point que je souffre physiquement et que ça se passe mal. Par contre, ça peut arriver, hein. Il y a des gens qui juste en consommant du cannabis peuvent subir des symptômes de sevrage assez violents, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas c'était pas mon cas, donc même si j'arrivais à arrêter du jour au lendemain et de pas avoir ces symptômes là atroces, j'avais quand même des effets du fait de pas fumer. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, j'avais du mal à retrouver un appétit normal, j'avais du mal à trouver un sommeil normal, j'avais du mal à retrouver une mémoire, une concentration, une motivation, enfin bref, j'avais des séquelles, mais c'est pas du tout les mêmes séquelles que tu peux avoir quand justement t'es alcoolique et que t'arrêtes l'alcool du jour au lendemain, et que vraiment tu peux avoir des problèmes de santé du fait d'avoir arrêté de façon trop drastique, quoi. Donc c'est pas du tout la même chose évidemment. Mais du coup, même s'il y avait ces facilités pour arrêter, ça n'empêchait pas le fait que, personnellement en tout cas, et j'imagine que c'est le cas de beaucoup de personnes, la substance continuait de m'obséder au quotidien. C'est-à-dire que, en effet, oui, la dépendance psychologique était bel et bien là, et je m'en rendais compte parce que y avait un tas de choses que je ne pouvais pas faire au quotidien normalement, parce que j'avais pris l'habitude de les faire défoncer, comme tout simplement dormir. Mais il y a un tas d'autres choses aussi dont je t'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Et donc, en effet, j'avais pas ce manque dans la chair et ces symptômes physiques violents du manque, ou des tremblements, ou je sais pas quoi d'autre. Mais dans ma tête, je pensais constamment à ça. Tous les jours, tout le temps, toutes les heures. Je n'en consommais pas, mais je faisais en sorte de pouvoir côtoyer la substance d'une manière ou d'une autre. De mille manières, j'essayais de faire en sorte de quand même garder un lien avec cette substance, parce que j'avais l'impression qu'elle manquait dans ma vie. Enfin, c'est hyper bizarre dit comme ça, mais pour moi, c'était comme une personne que j'avais rencontrée, à qui je m'étais incroyablement attachée, comme si j'étais vraiment connectée à cette personne de façon intense, et que du jour au lendemain cette personne était partie. Je sais que c'est hyper bizarre comme analogie, mais c'est vraiment comme ça que je le conçois, parce que je me dis que
si justement on fait cette dissociation, dépendance physique, dépendance psychologique, et ben la métaphore de la personne ça marche bien parce que tu peux très bien t'attacher fortement d'une personne et développer une dépendance affective face à elle. Et c'est un terme assez courant, assez utilisé, hein, le terme de dépendance affective. Alors à nouveau, être dépendant aux sentiments et à l'amour de quelqu'un, ça n'a pas les mêmes conséquences qu'être dépendant aux autres substances que j'ai citées tout à l'heure, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais toujours est-il que oui, on peut développer un attachement extrêmement puissant face à quelqu'un, et si ce quelqu'un du jour au lendemain disparaît, meurt ou ne donne plus de nouvelles ou que sais-je, eh ben on va ressentir un manque de cette personne et on va en souffrir, et ça peut devenir obsessionnel, et ça peut nous mener à avoir des comportements autodestructeurs, des comportements saboteurs pour nous-mêmes. Et pourtant on n'a pas les effets physiques dans la chair du sevrage de la substance, mais ça ne nous empêche pas de souffrir en fait de ce manque tout simplement, et de vouloir retourner à l'addiction de la personne. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite il y a quelques années dans laquelle je te parlais du fait que j'étais hyper accro au Coca-Cola pendant des années, et j'en parlais vraiment comme si j'étais une toxicomane quoi, parce que j'utilise les termes de ce champ lexical en gros. Alors qu'on est d'accord pour dire que c'est pas parce qu'on boit du Coca-Cola à outrance tous les jours que notre situation est comparable à celle d'un toxicomane. Enfin, maintenant avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pas dû utiliser ces termes parce que évidemment que c'est pas approprié du tout, et ça peut être même offensant pour les personnes qui sont vraiment toxicomanes ou qui connaissent ce sujet par quelqu'un de leur famille, de leur entourage, etc. Dans la mesure où évidemment que les situations n'ont absolument rien de comparable et que ça peut complètement banaliser ou biaiser la vision que l'on a de la dépendance. Donc franchement, je suis désolée pour cette vidéo, parce que maintenant avec le recul, je me rends compte que en effet, c'est assez absurde d'avoir parlé de ça de cette manière-là. Parfois, sous mes précédentes vidéos de cette série, j'ai des personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles trouvaient ça scandaleux que je parle de ça comme ça, parce qu'elle avait été polytoxicomane avec des médicaments, de l'alcool et autres drogues dures, et que ces personnes-là parfois se sentaient offensées de m'entendre parler du cannabis de cette manière-là, parce que voilà, elles avaient l'impression que je minimisais la vraie toxicomanie. Donc vraiment, je suis désolée envers les personnes qui se sont senties offensées par ces vidéos-là, parce que mon but c'est pas du tout de banaliser et de minimiser ce que ces personnes vivent, et de partir du principe que ce sont des situations qu'on peut mettre sur le même plan, dans la mesure où évidemment que ça n'a pas les mêmes conséquences comme ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas parce que ça n'a pas les mêmes conséquences et que ça se manifeste pas de la même manière et que ça ne gâche pas la vie aussi vite peut-être et de manière aussi douloureuse, disons, que ça veut dire que la dépendance au cannabis n'existe pas du tout. Je pars du principe qu'à partir du moment où déjà tu souffres de ta consommation, même si cette souffrance à nouveau n'est pas comparable avec d'autres, ça reste quand même une forme de souffrance, elle peut être psychologique ou physique, parce qu'on peut souffrir physiquement de fumer trop de joints et de façon trop régulière et quotidienne. À partir du moment où tu développes des troubles, c'est-à-dire de la mémoire, de la concentration, du sommeil, de l'appétit, de l'anxiété aussi, parce que ça, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, mais moi déjà de base qui faisait énormément de crises d'angoisse et qui avait une prédisposition et qui l'a toujours à faire de l'anxiété, le fait de consommer du cannabis et que ça en devienne excessif, ça a complètement bousillé le peu de stabilité que j'avais encore à ce moment-là. Et c'est-à-dire que quand je fumais du cannabis, je décuplais fois 10 000 les effets anxieux de ce que je ressentais déjà. Mais bon, ça je t'en parlerai plus précisément dans d'autres vidéos. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo où je te parle des pires périodes et des sales phases.
Mais c'est vrai que au bout d'un certain temps, cette consommation a fini juste par avoir l'effet complètement inverse de ce que c'était au début, parce qu'au début c'était plutôt quelque chose qui me détendait, me calmait, me rendait heureuse, etc. Et c'est très vite devenu la source d'angoisse numéro 1 dans ma vie. Donc à partir du moment où voilà, tu développes des formes de problèmes particuliers au quotidien, et qu'en plus de ça, il y a ce facteur qui, je pense, est le plus significatif dans la dépendance, qui est le fait de ne pas pouvoir résister à la consommation alors que tu as toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Moi, à partir de là, je pars du principe que oui, c'est une forme d'addiction. Il y a certaines choses dont je peux pas parler sur ma chaîne. Déjà de 1, parce que je pense que ça fait partie des rares choses que j'ai du mal encore à assumer dans ma vie. Puisque ça a pu être dangereux pour moi et pour les autres de le faire. Donc il y a des choses que j'ai pas envie d'expliquer dans ces vidéos, parce que je sais qu'en les racontant, je peux faire du mal à certaines personnes et je vais me faire beaucoup de mal à moi, et j'ai pas trop envie de me souvenir de ces moments là. Mais du coup, même si je peux pas en parler, je veux dire, il y a quand même des situations dans lesquelles j'ai fumé alors que j'aurais pas dû, et que je savais que j'aurais pas dû, et que je l'ai quand même fait alors que ça pouvait être vraiment dangereux pour moi et pour les autres. Et je l'ai fait quand même, pas parce que je suis complètement conne, mais juste parce que j'étais dépendante à cette substance et que j'étais accro et que j'arrivais pas à m'en passer, et que du coup je préférais me mettre en danger et me faire souffrir moi et potentiellement d'autres personnes à cause de mon comportement, que de juste ne pas fumer. À partir de ce moment-là, quand tu prends des décisions irrationnelles comme ça, et que ce sont des décisions qui peuvent aller contre ta propre santé physique, mentale, ou ton intégrité ou celle des autres, c'est qu'il y a un problème quelque part. Très souvent, il y a des personnes qui m'ont dit, dans les moments où je manifestais le fait que je voulais arrêter, j'en veux pas du tout à ces personnes-là, mais malheureusement, elles ont contribué au fait que je retarde le moment de ma prise de conscience sur mon addiction. Ces personnes-là souvent me disaient que j'abusais, que je montais directement sur mes grands chevaux en parlant d'addiction et de dépendance, parce que au final j'arrivais à vivre une vie normale, parce que j'allais travailler comme tout le monde, parce que je faisais ma chaîne YouTube, parce que j'arrivais à économiser des sous, parce que j'arrivais quand même à être en société avec des personnes. Donc en fait, le mythe de l'addiction, qui est justement cette image du toxicomane en train d'agoniser sur le bas-côté de la route, fait que certaines personnes n'arrivaient pas à comprendre le fait que ça peut se manifester autrement, et que donc oui, il y a d'autres formes de types d'addiction qui peuvent exister et qui peuvent concerner des personnes qui nous entourent, mais qui refusent de le voir parce que justement ils partent du principe qu'à partir du moment où t'es pas en détresse absolue, dans une situation grave ou dans une situation de danger imminent, et du coup il n'y a pas de souci à se faire. Mais moi il y a quelque chose quand même qui me perturbe avec ce raisonnement, c'est que en fait il y a tout un chemin qui mène à cet état de détresse absolue. Et en fait, il ne faut pas attendre d'être au bout du rouleau et dans une situation vraiment critique pour commencer à dire que là, c'est de la dépendance. Je vais prendre un exemple qui ne me concerne pas, mais qui, je pense, va être plus parlant. C'est l'exemple de l'alcoolisme. Imaginons, on prend 2 personnes. Une de ces personnes est très avancée dans son addiction, en vient à boire 2 litres de rosé par jour avec du whisky, doit se mettre à boire de l'alcool fort dès le matin, ou dans les moments de manque peut en venir à boire carrément de l'eau de Cologne ou de l'alcool à 90 degrés, même si j'imagine que c'est quand même plus rare, mais je sais que ça arrive et que c'est un stade d'addiction extrêmement avancé et qui peut vraiment mettre la santé de la personne en danger imminent. Et tu prends le cas d'une personne qui s'envoie 3 bières par jour à la sortie du boulot et un petit peu plus le week-end. Évidemment qu'on ne peut pas dire que ces personnes sont alcooliques de la même manière. C'est-à-dire que le premier profil nécessite une aide immédiate et absolue, doit être encadré, doit aller en cure de désintox, doit se faire soutenir, enfin... Évidemment que les conséquences de la vie de cette première personne n'ont rien à voir avec les conséquences de la vie du deuxième cas, dans laquelle on s'envoie 3 bières, mais on arrive quand même à ne pas perdre pied entre guillemets, et à ne pas se retrouver dans des situations de danger extrêmement
extrêmement violent, extrêmement intense. Mais le point commun entre ces deux profils, c'est qu'ils ont tous commencé quelque part. C'est juste l'avancée de l'addiction qui n'est pas au même point. C'est-à-dire que la personne qui en vient à devoir boire de l'eau de Cologne parce qu'elle est en manque et qu'elle ne peut pas boire l'alcool qu'elle a d'habitude, c'est quelqu'un qui a commencé à un moment donné dans sa vie et qui ne s'est pas réveillé un matin en se disant pourquoi je ne boirais pas de l'eau de Cologne aujourd'hui. Et c'est peut-être un stade que va atteindre la personne numéro 2 si elle continue sur sa lancée, si elle augmente ses doses, si elle commence à boire de façon beaucoup plus excessive dans sa vie et que dans quelques années, elle n'arrive pas à prendre du recul sur sa consommation et à réussir à s'en détacher. Et donc, bien sûr que personne numéro 2 qui boit des bières tous les jours mais qui arrive encore à gérer plus ou moins son quotidien, peut très bien en arriver au même stade que personne numéro 1. En fait, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps, c'est une question de contexte, c'est une question de difficultés rencontrées dans la vie, c'est une question de soutien de l'entourage. Il y a évidemment un tas de facteurs, mais au final, ces personnes ont commencé quelque part. Et c'est pareil pour la consommation de cannabis et c'est pareil pour tous les autres types de substances. Donc oui, en effet, je peux comprendre que quelqu'un qui boit une bière par jour et qui va dire qu'elle est alcoolique, ça peut offusquer, ça peut offenser et ça peut avoir l'impression de banaliser l'alcoolisme. Mais le problème, c'est que si on dit qu'elle ne l'est pas et qu'on banalise sa consommation à elle d'une bière par jour ou d'un joint par jour ou d'un truc par jour, on s'en fout, ça peut avoir comme effet sur le long terme de ne pas permettre au potentiel warning de s'allumer au moment où il faudra s'allumer. Parce que moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec la consommation de cannabis. C'est-à-dire que j'ai tellement banalisé la chose et j'étais tellement sûre qu'on pouvait pas être accro à cette substance. Et j'avais tellement tout le monde autour de moi qui me disait que c'était pas grave. Et que, enfin, c'est pas vrai parce qu'il y avait des gens qui me disaient qui m'allumaient les warnings et qui me disaient Caro, ça va pas du tout, il faut que tu fasses attention parce que tu es en train de devenir accro. Mais la majorité des personnes me disaient que j'avais pas de souci à me faire, que c'était vraiment des conneries de partir du principe que il fallait que je m'inquiète pour ça, etc. Et je dis pas que c'est la faute de ces personnes, je dis juste qu'on s'entre-alimente tous cette banalisation. Parce qu'en fait, les personnes qui me disaient ça, très souvent, c'était des personnes qui consommaient comme moi, voire plus. Et donc forcément, si ces personnes devaient admettre que j'avais un problème, il fallait qu'elles admettent qu'elles en aient un elles aussi. Et là je parle de mon cas, mais il y a des personnes qui arrivent à fumer beaucoup plus que moi au quotidien et qui en souffrent beaucoup plus aussi et qui au moment de l'arrêt vont ressentir des symptômes que moi j'ai pas ressentis quand j'ai dû arrêter de fumer. J'ai rencontré des personnes dans les réunions des narcotiques anonymes dont je te parlerai dans une autre vidéo qui justement m'ont aidé à comprendre qu'il fallait pas que je prenne à la légère ma consommation de cannabis. Et ça, c'est des personnes polytoxicomanes, alcooliques, héroïnomanes et tout ce que tu veux qui m'ont expliqué ce genre de choses. Moi au début je me sentais carrément illégitime d'être là parce que je me suis dit mais je vais être face à des gens qui ont subi des souffrances que je suis loin de m'imaginer. Je vais être avec des personnes qui ont une histoire qui n'ont rien à voir avec la mienne et qui ont vécu des choses au quotidien qui sont à des années-lumière de ce que moi je peux vivre. Et donc quand je suis arrivée là-bas, je me sentais ridicule de mettre les pieds dans ce genre de réunion parce que je me suis dit je vais débarquer, je vais parler de mes pets et tout le monde va se foutre de ma gueule de me dire mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là. Parce que j'étais sûre que ces gens-là allaient justement me sortir le fameux discours du mais les joints c'est pas grave, on s'en fout, il n'y a pas de problème au quotidien, c'est pas comparable avec nous ce qu'on a, etc. Et ben figure-toi que c'est exactement dans ce genre de réunion que j'ai compris que je devais pas prendre ça à la légère. Et heureusement, à ma grande surprise, ce sont des personnes qui ont vécu des situations beaucoup plus difficiles que moi, qui ont souffert 10 000 fois plus que moi, qui ont été face à des substances qui étaient 10 000 fois plus difficiles à lâcher que le cannabis, qui m'ont dit que oui, en effet, on peut devenir accro au cannabis. Et ça m'a beaucoup fait de bien de pouvoir aller là-bas parce que au début j'ai vraiment cru que j'aurais pas ma place et au final je n'ai été accueillie que par des personnes bienveillantes, compréhensives, qui justement prenaient en considération ma souffrance quand bien même elle n'avait rien à voir avec la leur en termes de gravité et d'intensité au quotidien, et pourtant on arrivait à se comprendre, et pourtant on arrivait à échanger, et pourtant j'ai reçu de l'amour et du soutien de personnes qui justement arrivaient à s'imaginer le pourquoi j'étais là, et qui trouvaient ça légitime en fait, et qui justement insistaient sur le fait que
oui, même si là tu parles que des pets, bah, il faut quand même que tu arrêtes les pets. Parce que certaines personnes que j'ai rencontrées là-bas ont fumé pendant 30 piges quotidiennement. Et qui pour le coup ont ressenti des symptômes de sevrage physique au moment de l'arrêt. Je suis pas là pour déballer la vie de ces personnes-là, mais c'est là-bas que j'ai eu ce genre de témoignage et que je me suis rendu compte que, en fait, on était tous dans le faux de se dire que c'était pas grave et qu'on devait dédramatiser la consommation de cannabis et qu'au final c'était cool et qu'il n'y avait pas de souci à se faire, etc. Parce que c'est faux. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne consomment pas de façon récréative et raisonnable. Je mets mes deux mains à couper qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce que l'on pense qui consomment de façon pathologique et qui en souffrent au quotidien et qui vont tout droit dans le mur. Quand je dis aller droit dans le mur, je pense pas à une situation en particulier, mais je pense tout simplement au fait de gâcher soi-même sa propre vie de façon régulière et en le faisant toujours un peu plus. Et quand je dis ça, c'est absolument pas pour culpabiliser les personnes dépendantes, parce que en fait, la dépendance est une maladie. On va en parler à nouveau plus précisément dans la vidéo sur les narcotiques anonymes, mais c'est reconnu comme tel. Et ça doit être pris en charge comme tel. À partir du moment où tu développes une addiction, on part du principe que tu as développé une pathologie. Et c'est une pathologie très complexe, à nouveau, avec ses manifestations, selon les substances, selon les profils des personnes, etc. etc. J'ai pu constater qu'il y avait différentes définitions de la dépendance selon les professionnels. Certains disent qu'il ne s'agit pas ni de la substance, ni de la fréquence, ni de la quantité, mais juste de l'impuissance qu'on peut ressentir face à la consommation. D'autres personnes qui vont établir un seuil en disant que la dépendance c'est à partir de tant de fois par semaine ou de tant de fois par jour, etc. selon la substance. Il y a d'autres personnes qui vont définir la dépendance en fonction d'autres critères. Mais si je devais parler que pour moi, je pense que ce qui définit le mieux la dépendance, en tout cas dans mon cas, c'est la perte de contrôle que l'on a face à la consommation. Mais cette perte de contrôle, elle est très vicieuse parce que elle n'a pas l'air d'en être une. Parfois on est dans des situations où on ne contrôle plus rien, mais on est convaincu qu'on le fait. C'est-à-dire que moi pendant longtemps, même dans les périodes où je fumais tout le temps et que j'étais fonce-dé 22 heures sur 24, j'étais sûre que je contrôlais et que j'arrivais à gérer ma vie. Et en fait, il y avait vraiment une sorte de dédoublement de ma personne. Une partie qui était sûre que j'arrivais à contrôler et à gérer ce que je devais faire et que tout allait bien. Et une autre qui se rendait bien compte qu'il y avait un problème, qui se rendait compte de la souffrance et qui se rendait compte de l'anormalité de la situation. Mais cette autre partie, qui est plus la partie raisonnée, rationnelle, celle qui réfléchit de façon plus cartésienne peut-être et qui constate juste ce qui se passe au quotidien, et ben cette partie-là était complètement étouffée par l'autre qui disait que tout allait bien. Et pour moi, c'est l'autre qui est l'addiction. Je vois vraiment mon addiction comme une sorte de petit démon qui hante ma tête et qui a une voix plus élevée, plus distincte, plus percutante que l'autre voix, celle de la raison qui me dit Caro, t'as un problème. Et ce petit démon, quand il me parle et quand il me dit que tout va bien, que je gère ma consommation, que j'ai pas de soucis à me faire, que justement le cannabis on peut pas en être accro, etc., que je peux continuer comme ça, que de toute façon ça me fera du bien de fumer, etc. Pour moi c'est ça l'addiction, c'est cette voix-là. Et ce qui caractérise vraiment la dépendance, c'est le fait que cette petite voix a une force et une présence beaucoup plus intense que l'autre, celle que je devrais écouter, celle qui ne me laisse pas partir à la dérive et qui me permet d'avoir une vie qui me convient et qui n'est pas synonyme de souffrance quotidienne. Le problème c'est que quand tu es dans le cercle de la dépendance, cette voix-là, elle est complètement en arrière-plan, elle est similaire au piaillement des oiseaux, au bruit de la fontaine d'à côté, enfin vraiment c'est... On fait pas gaffe à elle, parce que la seule voix qui nous intéresse, c'est celle qui va nous dire que on peut consommer, que ça nous ferait du bien. Et même si on sait qu'au moment de la consommation, on sait pertinemment qu'en fait,
on va s'en vouloir, on va regretter, on va trouver que ça valait pas la peine et on va encore une fois se sentir mal et on va encore une fois constater les dégâts, et ben on finit quand même par la croire. Et c'est vraiment ce déni pour moi qui caractérise la dépendance. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de déni parce qu'au final on le sait qu'on a un problème, on s'en rend compte, mais on n'arrive pas à l'assumer et à vraiment percuter et réaliser le fait que ouais, c'est un problème. Enfin bref, je vais arrêter ma vidéo là, j'espère qu'elle aura peut-être pu t'éclairer sur certains points. Dans tous les cas, si c'est un sujet qui te parle et que tu te sens concerné ou que tu as envie d'en apprendre plus, je t'invite fortement à te diriger vers des professionnels de la santé ou des personnes qui travaillent dans les milieux qui touchent à ces problématiques, c'est-à-dire l'addiction, les substances, les drogues, etc. Je pense que si tu cherches de l'aide, c'est là que tu pourras en trouver. Moi personnellement, j'ai eu l'ultime déclic lorsque je suis allée aux réunions des narcotiques anonymes, mais ça vraiment j'ai hâte de t'en parler dans une prochaine vidéo parce que j'ai plein de choses à dire. Mais sache qu'il y a un tas de structures et de personnes vers lesquelles tu peux te tourner si tu as besoin de parler de ça, que ce soit des médecins addictologues, que ce soit des centres dans lesquels on traite ce genre de problématiques. Je pense par exemple à Genève au Quai Neuf, qui est justement qui se situe vers la gare Cornavin. Tu peux peut-être trouver des informations à ce sujet là-bas. Peut-être vers des personnes qui travaillent dans le domaine du social. Bref, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a un tas de personnes vers lesquelles tu peux te diriger et qui pourront te dire des choses beaucoup plus adaptées à ce dont tu as besoin, beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus référencées, etc. Parce que, comme dans toutes mes vidéos, je le répète, je n'ai pas le savoir absolu ni la science infuse et je ne peux parler qu'en mon nom, bien évidemment, et que par rapport à mon expérience face à ce que je décris. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vraiment tu te reconnais dans ce discours et que tu es en détresse, sache que t'es pas obligé de rester dans cette situation. Ça m'émeut en fait de te dire ça parce que moi je me souviens que je n'arrivais pas à m'imaginer une vie sans ça. Dans les moments où mon addiction était à son maximum, j'arrivais pas à concevoir une vie sobre. Pour moi, une vie de sobriété était une vie de souffrance. Et j'étais convaincue que c'était pas possible, qu'en fait je n'y arriverais jamais et que je pourrais jamais arrêter. Donc maintenant je te le dis avec le recul, c'est faux de penser ça. C'est complètement faux. Et même des personnes qui souffrent de dépendance beaucoup plus intense, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus longue en termes de temporalité et qui sont addicts à des substances parfois bien plus violentes que ça, ont réussi quand même à s'en sortir et à vivre une vie sobre en ayant cherché de l'aide auprès des personnes qualifiées pour ce faire. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu te servir et que peut-être ce sera un pas de plus vers le déclic nécessaire pour réussir à atteindre tes objectifs. Dans tous les cas, je te souhaite d'aller bien, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime vraiment très 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 fort.